Je pense qu'on va parler de Solana. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire qui sont rarement dites, surtout en ce moment où Solana quand même surperf l'année 2024 par rapport à plein d'assets, y compris Ethereum. Et j'aimerais beaucoup qu'on évoque certains sujets qui sont souvent enterrés ou mal compris. Euh, mais d'abord, avant de créer une sorte de FUD, comme diraient les gens, je voulais dire que j'aime beaucoup Solana. Je trouve qu'elle apporte plein de choses qui ne pouvaient pas être apportées par Ethereum ou d'autres blockchains. Que la team est très très smart, elle innove beaucoup. Je suis tombé sur la façon dont marche le Proof of History par exemple, qui utilise un hachage récursif pour créer du temps à l'intérieur de la blockchain, ce qui est extrêmement smart et qui n'avait jamais été fait auparavant il me semble. Bref, j'aime beaucoup Solana, vraiment j'aime beaucoup Solana. Par contre, il y a plein de trucs dont il faut parler et, euh, et c'est pour ça que je fais cette vidéo au prime de Solana, ce qui est plus intéressant qu'au bottom. Du coup, ici je vous montre le trade qui va sortir, demain ou après-demain, en même temps que la vidéo finalement. Et je voulais commencer par expliquer la base, c'est-à-dire la différence entre un light node et un full node. Là, on va parler d'Ethereum, c'est juste pour expliquer un peu les différences entre plusieurs nodes. Alors, le light node, en fait, c'est un nœud qui est léger, c'est comme ça qu'on le dit en français, et qui ne va pas télécharger toute la data, tout l'historique de la blockchain, ce qui va lui permettre de ne pas avoir besoin de beaucoup de hardware. Et il va juste vérifier les block headers, donc c'est-à-dire le haut du bloc, ce qui demande très peu de capacité, mais tout de même, il participe à la décentralisation et à la vérification de la blockchain. C'est un peu ce rempart très léger de la sécurité de la blockchain. Là où le full node, lui, va enregistrer toute la data, il va vérifier tout, et là, ça va être vraiment le rempart très lourd, mais qui va demander beaucoup plus de ressources, parce que pour télécharger toute la data d'Ethereum, par exemple, c'est quand même entre 2 et 12 terabytes, donc pas tout le monde peut le faire, surtout à l'international. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir ces deux nœuds différents, qui apportent tous plus ou moins de la décentralisation et de la sécurité, et de pouvoir faciliter pour tout le monde l'accès à la blockchain. Et en fait, Solana ne fait absolument pas ça du tout. C'est juste pour expliquer comment marche Ethereum. Là, on va passer sur Solana. En réalité, Solana, elle a tout un set de validateurs qui n'a pas la donnée. En fait, ils ont juste la donnée depuis le dernier snapshot, qui en général 24 heures, ça dépend. Parce qu'ils ont plusieurs différences de snapshots. Ils ont des snapshots compressés, d'autres non. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais les validateurs n'ont à aucun moment tout l'historique de la data. Et ça, c'est assez fou quand on y pense. Je vais vous remontrer, tac. Tac. Voilà. Donc en fait, on peut se demander d'où vient la data, où est l'historique de Solana. Parce que Solana est live depuis bientôt 5 ans, je pense, peut-être plus. Et il y a bien un endroit où se trouve toute la data qui s'est passée depuis 5 ans. Et si les validateurs ne l'ont pas, où est-ce qu'elle est? Et en fait, elle est sur Google. Ça peut paraître fou, mais elle est sur Google. Elle est sur Google et Filecoin, donc quand même sur un réseau décentralisé. Et ça demande des proofs de réplication, je crois, pour vérifier que la data soit bien là. Mais tout de même, Solana ne possède pas son historique. Les nœuds sur Solana ne possèdent pas l'historique de la blockchain. Ils possèdent une fraction des dernières 24 heures. Et en fait, se base sur cette fraction parce qu'elle représente l'état de la blockchain le plus récent pour créer la suite. Mais ils ne lisent pas tout. Et en fait, c'est un trade-off qui a été fait parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite, parce que tu as juste besoin de lire les dernières 24 heures, et pas tout l'historique comme sur Ethereum. Mais c'est aussi un gros trade-off sur la sécurité. C'est pour ça que je mets ça en lumière, parce que personne n'en parle, et je pense que c'est important de le rappeler. Voilà. C'est très compliqué de savoir combien pèse Solana. En fait, Solana le cache. Il paraît qu'à une époque, c'était disponible sur l'Explorer, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et certains calculs disent entre 200 et 300 terabytes. Et eux-mêmes annonçaient à un moment, il y a même 5 ans déjà, qu'à full capacité, ils pourraient grandir de 4000 terabytes par an. Comme, si vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure, Ethereum c'est entre 2 et 12 selon la librairie que tu prends, terabytes. Là on est sur du 300 a priori, parce qu'encore une fois ils ne communiquent pas là-dessus, ils préfèrent un tel sujet. C'est énorme, en 2 fois moins de temps, on le rappelle, et ça va que s'accentuer en fait, parce que c'est exponentiel.
Et c'est pour ça qu'ils ne gardent pas la donnée pour les validateurs. C'est à la fois parce que ça va leur permettre d'aller plus vite, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas. 300 terabytes, c'est énorme. Qui peut tenir 300 terabytes? C'est pas n'importe quel validateur. Et ça va juste continuer d'exploser. Voilà. Tac. Voilà, j'avais fait un petit calcul. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à 3 mégas par seconde, ce qui est énorme. 3 mégas par seconde. Je crois que Ethereum fait moins ça sur 12 minutes. Et ça fait environ 100 terabytes par an. Et je rappelle que c'est quelque chose qui va être exponentiel. Alors évidemment, la défense de la team, ça va être de dire oui, mais on progresse sur la façon de garder les ressources, sur tout ce qui est hard drive, tout ça. Mais encore une fois, c'est exponentiel et c'est pas garanti. Surtout que de toute façon, la data n'est pas enregistrée par validateur. C'est pas Solana qui a la data. Voilà. Je voulais aussi rappeler que il y a beaucoup de Solmaxi qui vont me dire que de toute façon, ils n'ont pas besoin de l'historic data, qu'ils peuvent juste se baser sur un snapshot, ce qui est faux. C'est faux parce qu'en fait, tu vas avoir des builders, donc les builders, c'est ceux qui construisent les dApps, qui vont se baser justement sur l'histoire de Solana, et qui vont avoir besoin de toute cette data. C'est pour ça qu'elle est enregistrée ailleurs, et que tu peux y faire appel, mais c'est compliqué, faut passer par des RPC et tout ça. Voilà. Donc en réalité, c'est très important d'avoir la data. C'est pas quelque chose, on s'en fout et puis on avance. Non, c'est pas comme ça. C'est important de garder la data. J'avais demandé d'ailleurs à Perplexity de me faire un petit résumé. Et oui, c'est important pour le trust. C'est surtout que là, du coup, aucun utilisateur, aucun nœud ne possède vraiment la data de Solana. Les gens qui possèdent la data de Solana, c'est la Solana Foundation. C'est Google, c'est Filecoin. C'est assez terrifiant parce que Solana n'est pas décentralisé autant que beaucoup de blockchains et que quelqu'un qui taperait Solana pourrait carrément être fin à cette communication. On pourrait taper sur Google, on pourrait peut-être taper sur Filecoin ou Filecoin pourrait mourir. À partir du moment où la data n'est pas enregistrée par les nœuds, ça pose plein de problèmes de friction en réalité. Et puis même, les validateurs ne communiquent pas directement avec Google. Ils communiquent via des RPC, via des archive nodes. Ça fait énormément de friction, énormément de trust absorption, c'est-à-dire il faut faire confiance à ces entités-là. Donc évidemment, il y a des mécanismes d'incentive et tout, mais plus tu accumules les incentives, plus ta blockchain est moins secure. Enfin, moins ta blockchain est secure du coup. C'est pour ça que on dit que Bitcoin est extrêmement secure, c'est parce qu'il y a un seul niveau de confiance. Sur Ethereum, il y en a 2, 3. Sur Solana, il y en a 7 ou 10. Je sais pas combien, je n'ai pas compté. Mais je pense que vous comprenez. Voilà. J'avais fait ce petit mème. Ouais, surtout qu'en plus, Solana veut commencer à devenir décentralisé, à avoir de plus en plus de validateurs et avoir une image d'une blockchain qui est sécure et décentralisée. Et à partir du moment où ton historique est chez Google, je sais pas comment tu peux dire ça. Ça reste quand même très complexe. Ah oui, bon, j'en ai déjà parlé, mais Solana cache tout ça. Vraiment, j'ai dit pendant des heures pour avoir ces infos. Ce sont des infos que j'ai mixées de par-ci par-là. Mais Solana ne veut pas que les gens connaissent ce problème. C'est une dinguerie de se dire ça, mais il cache absolument ça. Et c'est pas ouf, parce que toutes ces infos, par exemple, sur le fait, alors les full nodes, les light nodes, tout ça sur Ethereum, c'est sur l'Explorer. Alors que Solana, il n'y a rien. On ne sait même pas combien il y a de archive nodes. On ne sait pas exactement comment est déplacée la data. Est-ce que Google a 30%? Est-ce que Filecoin a 30%? Solana a du coup 40%. On ne sait pas. Et c'est assez terrifiant parce qu'on parle quand même de 5 ans d'historique de data. Enfin bref. Quoi d'autre? Ah oui, là on va s'attaquer à autre chose. Voilà, là c'était la partie, la data n'est pas sur Solana. Du coup, elle ne peut pas proposer la même sécurité que Ethereum ou Bitcoin. Voilà. Maintenant, on va parler des validateurs. Ça, c'est déjà beaucoup plus connu, mais on a tendance à un peu sous-estimer le problème. Actuellement, pour être rentable, et c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs articles, il faudrait 32 000 sols au minimum pour arriver à break-even. C'est même pas rentable, c'est break-even en réalité. Ce qui fait 5,5 millions de dollars. Sachant qu'un validateur coûte 60 000 dollars par an à gérer. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est pour ça que
C'est pas n'importe qui peut être validateur. C'est pas comme sur Ethereum ou quoi. Il n'y a pas de light node ou quoi. Il n'y a que ça pour participer à la blockchain. Évidemment, du coup, ça peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais là j'ai retrouvé l'article. Effectivement, la fondation propose des aides pour les validateurs, qui s'appelle le programme SFDP, pour couvrir les frais de validateur. Donc ça va de 100% à 25% sur un an maximum. Donc en fait, tous les 3 mois, ça passe de 100% à 75%, puis à 50%, puis à 25%. Est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Franchement, je pense que c'est bien temporairement parce que tu as des gens qui vont profiter de ça pour faire de l'argent. Mais est-ce que ça te permet, une fois l'année passée, d'être rentable? Je pense vraiment pas. Et c'est assez terrifiant parce que sur un site, alors je vais vous le retrouver, il est là. Sur ce site-là, qui s'appelle solanacompass.com, je vous le conseille, il est génial. Si on descend, voilà. Ici, on peut voir en fait tous les validateurs. Alors c'est en logarithmique. Hein. Si on le met en linéaire, ça donne ça. Sauf qu'on voit plus personne, parce que les 30 plus gros, ils ont tout. Donc on va se remettre en log. Et à partir de 32 000, donc par là, voilà, tout ce qui est à droite, tout ça, que du coup j'ai mis en rouge sur le trade, n'est pas rentable. Tout ça n'est pas rentable. Si demain le SDP arrête, tout ça, ça va dégager. Parce que tu ne vas pas faire fonctionner un nœud qui te coûte 60 000 $ par an pour rien. Ce qui est assez terrifiant. Surtout quand on ajoute au fait que en fait, les nœuds de Solana sont déjà en perte. Enfin, il y a déjà une baisse du nombre de nœuds sur Solana. On est quand même passé de 2500 au top à 1900 en 2024, là, en janvier, à 1300 aujourd'hui. Donc en fait, Solana essaie de se donner une image de oui, on va décentraliser tout ça, alors qu'en réalité, les gens se barrent. Les gens se barrent parce qu'ils sont pas rentables. Et que, encore une fois, le top 30 capture tout. Vraiment, là, ceux-là sont terrifiants, quoi. Ils ont 10 millions en stake, c'est terrifiant. Bref, c'est quand même un sujet assez connu, mais pas forcément dans les détails. Et je trouve que c'est important de le mentionner. Surtout que là, avec Firedancer, je sais que tout le monde est excité de Firedancer. Ça va être incroyable. Moi aussi, j'ai hâte. Le problème, c'est que, en fait, j'aurais dû le mettre là-dedans. J'ai pas eu le temps. Firedancer va devoir demander plus de puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, avec 12 scores, 12 trades ou 12 scores, je confonds toujours, tu peux faire tourner un nœud Solana. Avec Firedancer, ça va être le minimum, mais le requis, pas le requis, ce qu'on voudrait, ce que veut Firedancer, c'est 32. Donc en fait, ils vont demander beaucoup plus de puissance pour profiter de Firedancer. Si tu gardes le même validateur, tu ne pourras pas profiter d'autant de puissance. Et donc forcément, tu ne pourras pas gagner autant de rewards. Donc je pense que Firedancer va encore accentuer ce problème en demandant aux nœuds d'être encore plus rapides et plus puissants, parce que Solana veut juste être rapide en fait. Elle fait plein de raccourcis pour être rapide et met sous le tapis tous les problèmes actuels. Ce qui va de toute façon devenir un problème sur le long terme. C'est un peu le but de mon trade, vous allez voir. Bref, ça on en a dit du coup. Ah oui, du coup comment ils vivent les nœuds? Ça c'est intéressant. J'ai trouvé un dashboard qui est vraiment incroyable. Si je vous donne le nom, c'est Solana Keymetrics. Et on peut voir ici par exemple que Solana ne vit que de l'issuance. Donc l'issuance c'est l'inflation. Alors ça s'est amélioré récemment, faut le noter. Par contre ça s'est amélioré grâce à la MEV. La MEV, alors j'ai fait tout un trade dessus, peut-être qu'un jour j'en ferai en vidéo si je me motive. La MEV elle est financée par les users qui se font avoir sans le savoir. C'est des sandwich attack, tout ça. C'est pas une source fiable de revenus sur le long terme. Il y a déjà Mika qui va se battre contre. Il y a déjà Lofac en Amérique qui se bat contre. Parce que c'est de l'abus de marché, tout simplement. Et tu peux pas faire de revenus avec ça. Et actuellement, Solana ne fait du revenu qu'avec ça. C'est-à-dire que là, si on regarde les fees, on est entre 5, des fois on a 8, 11%, mais souvent c'est 5%. Et c'est pareil pareil qu'avant. Ça n'a pas changé, on a toujours le même niveau de fee. C'est juste sa MEV qui l'emporte sur l'inflation. Et du coup, c'est bien parce que ça permet de faire plus de burning. Mais c'est pas une source de revenus viable sur le long terme, seulement sur le court terme. Il n'y a pas un monde où une fois qu'on est régulé, la régulation accepte la MEV pour les blockchains, surtout sur une blockchain aussi peu décentralisée sur sa fondation. Donc ça, c'est assez terrifiant, même si court terme, c'est très bullish. Hein. Sur les revenus, elle fait des tops tout le temps, Solana. Et ça, c'est incroyable. Voilà.
Tuc, tuc, tuc. Ouais, du coup j'ai fait ce trade, si jamais vous le retrouvez, j'essaie de le mettre en avant, peut-être dans la description, je vous le mettrai dans la description, ce sera pas mal. Pour comprendre la MIV, alors c'est un peu un trade où tu as besoin d'un Doliprane parce que c'est très compliqué la MIV, mais c'est passionnant. Je vous conseille vraiment de le lire pour comprendre. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai mis longtemps à trouver ça, parce que souvent quand tu veux regarder l'activité sur Solana, il mélange pas la DeFi et les mêmes coins, alors que c'est un peu les mêmes choses. La DeFi. Là, du coup, on voit un peu l'activité sur Solana par catégorie, et on voit clairement que les mêmes dominent l'activité Solana. Bon, on s'en doute, hein, c'est juste que c'est beaucoup mieux d'avoir une charte, un graphe pour le voir. Là, ça domine complètement. Je veux dire, le deuxième, c'est Sol, donc c'est les échanges entre wallets. Et ce qui devrait pour moi être une source de revenus viable sur le long terme, le DPI, on le voit pas. Voilà, on le voit absolument pas. Alors que ça, c'est vraiment la ressource que devrait valoriser Solana, plutôt que all-in dans les mêmes coins et la MIV. Et ça, je sais qu'actuellement, tout le monde pense que le meme coin, c'est incroyable, que va y avoir un super cycle. Je pense pas. Moi, je pense pas. Il y a un professeur qui s'appelle Omid Malikan, que j'aime beaucoup, qui dit que le passage de Trump dans les élections, là, dans 5 jours, qui devrait potentiellement passer, en tout cas c'est lui qui est en favori, ça pourrait être très bearish pour les meme coins, en tout cas sur le long terme, parce que lui va vouloir réguler l'écosystème, et à partir du moment où il va y avoir de la régulation, de 1, les médias ne vont plus parler de meme coins, parce que les meme coins, ce ne sont pas de vrais produits. Ce sera régulé comme de l'arnaque ou quelque chose dont les médias ne pourront pas parler, sûrement que les calls aussi. Et en plus de ça, on va enfin avoir de la régulation sur certaines blockchains, dApps, tout ça, donc des tokens qui seront régulés. Et évidemment que les investisseurs vont être beaucoup plus rassurés d'aller sur ces tokens-là que sur des meme coins. Aujourd'hui, on est sur des meme coins parce que la différence entre projet sérieux et projet pas sérieux, elle n'est pas tant marquée parce qu'il n'y a pas de régulation. Et du coup, on préfère largement un projet pas sérieux avec une tokenomics entre guillemets propre, parce que le 90% c'est des rogues, que des VC chains qui abusent souvent aussi de leurs tokens, il faut l'admettre. Mais je suis assez d'accord avec lui dans le sens où les meme coins ne seront pas là, ils seront là indéfiniment, parce que ça reste quelque chose qui est permissionless. Mais en tout cas, ils n'auront pas la grandeur actuelle indéfiniment. Je pense absolument pas. Je pense que Super Six c'est une connerie, ça a toujours été une connerie sur tous les sujets. Et là, encore une fois, je pense que ça l'est. Je pense que dès qu'il y aura de la régulation, déjà le bear market va faire du mal. Et puis dès qu'il y aura de la régulation, c'est un narratif qui va s'apaiser. Voilà, c'est un truc qu'on va milk pendant ce bull run. Après, ça risque d'être compliqué. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme la plupart des narratifs temporaires, hein, même des narratifs tout court. Le narratif DeFi, c'est ce qu'il a fait. Parce qu'on aime bien... En fait, un narratif, on n'aime pas qu'il soit vieux. On n'aime pas avoir un narratif vieux. On aime être excité de quelque chose de nouveau. Et on a tendance à avoir ça. Et après ça, la DeFi, on l'utilise toujours aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un narratif DeFi ? Non, bien sûr que non. Parce que ça ne nous excite pas. Ce qui nous excite, c'est le DePIN, c'est l'AI et les mêmes coins. Et ça a tendance à faire ça. Donc les narratifs sont temporaires, toujours. C'est croire à un narratif en super cycle, c'est toujours une connerie. En tout cas pour ma part, je pense. C'est un peu. Là, on est plus sur de la subjectivité, mais dans le passé, vous pouvez voir que ça a rarement raté. Voilà. J'ai fait ce même encore, j'adore les mêmes. C'est vrai qu'on pourrait avoir du coup un effet domino parce que à partir du moment où la régulation va couper la MIV, couper les mêmes coins, il reste quoi comme revenu à Solana ? On peut retourner, il reste là. Enfin, en réalité, à partir de là, on peut compter aussi le wallet to wallet, même si c'est ce qui donne le moins. Mais il reste plus de revenus en fait. D'ailleurs, c'est un truc qui n'a pas augmenté, hein. Enfin, très très peu quoi. Donc c'est ça qui est terrifiant chez Solana, c'est que tous ces revenus sont pas pérennes sur le long terme et qu'en plus, la Solana Foundation ne pousse pas forcément à des revenus pérennes. Au contraire, elle va all-in dans des trucs court terme comme les mêmes coins, tout ça, ou la MIV, parce que ça lui rapporte beaucoup d'argent, ça lui fait beaucoup de bruit, on parle d'elle. Mais sur le long terme, il y a zéro revenu et c'est très inquiétant, je trouve. Là, on parle évidemment de pas juste ce bull run, on parle de plusieurs bull runs et un bear market, parce que c'est pas du tout la même ambiance, un bear market et un bull run. Donc ça me terrifie un petit peu pour Solana. Et je voulais conclure justement en disant que
c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que les meilleures blockchains sont celles qui vont le plus vite. Et il y a une très grosse erreur à faire là-dedans, parce que c'est pas du tout le cas. Évidemment, on a besoin de blockchains rapides et pas chères. Pardon. Mais c'est pas ça qui fait la valeur d'une blockchain. Ce qui fait la valeur d'une blockchain, c'est son espace de bloc. C'est ce qu'elle a à vendre, c'est-à-dire son espace de bloc. Et chaque espace de bloc ne se vaut pas. On a tendance à comparer Ethereum et Solana en mode ouais, Solana va beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. D'accord. Mais le bloc de Ethereum vaut énormément plus cher que le bloc de Solana. C'est sûr et certain. Parce que Ethereum, c'est pour ça que Ethereum est cher, parce que Ethereum n'a pas fait de sacrifice sur sa sécurité, sur sa décentralisation. Ethereum est décentralisé à 6000 full nodes qui ont tous toute la data de la blockchain, à 1 million de light nodes. Il n'y a pas de sacrifice fait sur la décentralisation ou sur la sécurité. Et c'est pour ça que c'est cher, parce que tu payes la qualité. C'est comme quand tu veux mettre de l'argent dans un coffre-fort, c'est ce que j'ai expliqué là. Tu ne vas pas acheter un coffre-fort en plastique si tu as des milliers d'euros. Si tu as 10 euros, tu peux, tu t'en fous. Mais si tu as des milliers d'euros, non. Et c'est pour ça d'ailleurs que la DeFi lourde se fait toujours sur Ethereum, elle ne se fait pas sur Solana. Et même si Mert de Helios, je ne sais pas si vous avez la ref, mais des gens très connus de la team, disent qu'ils peuvent remplacer Ethereum et faire de la DeFi, c'est faux. À aucun moment, quelqu'un, un institutionnel qui brasse des millions, va faire confiance à Solana, il va préférer payer 10 balles sur Ethereum et être sûr de la sécurité et de la décentralisation et surtout de la censure. D'être incensurable. Ethereum est incensurable. Solana ne l'est pas. En tout cas, c'est très compliqué. Déjà, toute l'Asie, ils pourront jamais capturer le marché de l'Asie en ayant toute la data sur Google. Je sais pas si vous vous rendez compte, je suis un institutionnel asiatique. On parle un petit peu, je connais des gens qui se connaissent en blockchain et ils me racontent que chez Solana, ils postent la data sur Google. À quel moment je vais placer des millions là-dedans ? Et c'est pour ça que Ethereum est assez unique dans son sens, comme Bitcoin d'ailleurs, mais très différemment. C'est-à-dire que c'est vraiment la blockchain la plus sécure et la plus décentralisée, et c'est pour ça qu'elle est chère. Et les Layer 2, même si ce sont des extensions, ne proposent pas ce même niveau de sécurité, parce que pareil, on peut se dire, ouais, mais les Layer 2, ils ne possèdent pas leur DA, c'est-à-dire leur historique, pardon. Au bout de 14 jours, c'est supprimé, et c'est vrai. C'est pour ça qu'il y aura toujours l'activité sur Ethereum, la main chain, en tout cas pour ce qui vaut énormément d'argent. Et je pense que c'est important à dire parce qu'aujourd'hui il y a ce narratif Sol, Flip, Ethereum, j'y crois zéro, à aucun moment. À aucun moment, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Je pense que Solana a très bien sa place en blockchain rapide pour faire du perp, du DEX, peut-être du Memcoin si ça existe encore, je pense que ça existera de toute façon toujours. Du Depin, elle a très bien sa place pour les Depin, elle est très bien faite pour les Depin. Mais elle n'a pas le même niveau de sécurité que Ethereum et du coup elle n'a pas le même marché adressable. Donc sur le long terme, j'y crois absolument zéro. Je vous fais une petite comparaison entre JP Morgan et Revolut, mais c'est un peu ça finalement en fait. C'est la différence entre Ethereum et Solana, c'est un peu ça. C'est pas du tout le même niveau de sécurité. Est-ce que si j'ai des millions, je vais aller chez Revolut ? Non, je vais aller chez JP Morgan. C'est un peu ça. Encore une fois, les espaces de blocs ne se valent pas. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis voilà, je finis avec les décisions court terme de Solana parce que c'est connu quand même. Peut-être que si vous suivez pas trop l'écosystème, vous le voyez pas forcément. Mais c'est connu que Ethereum prend des décisions très dures parce qu'il a une vision long terme. Donc on le voit avec la DA et tout ça. Ça a été une vision très très compliquée de faire ça sur le. Forcément, tu vas manger salement en court terme. Par contre, sur la vision long terme, ça va payer. Moi, j'y crois à la roadmap Ethereum. Là où Solana prend des décisions très court terme. Le but, ça va être d'aller le plus vite possible, de faire de la ZK, compression, tout ça. Ce qui est très bien d'ailleurs pour le count data, j'en ai pas parlé, mais c'est encore un autre problème sur Solana. Mais c'est que des décisions court terme, de pouvoir grift un maximum de revenus sur des choses qui ne sont pas viables. Et je pense que sur le long terme, ça va lui créer des problèmes. C'est-à-dire que à quel moment on va adresser le problème de la data ? Comment on va pouvoir stocker ? Actuellement, il n'y a pas tant de monde que ça sur Solana. Il y a beaucoup de monde par rapport à notre quantité, mais par rapport à ce qu'on voudrait, il n'y a personne. Le jour où Solana doit faire 1 giga par seconde, comme elle le dit, elle va faire 4000 Tera par an. Qui va pouvoir stocker ça ? Combien ça va coûter ? Parce que ça coûte de l'argent de stocker chez Google. Ils font pas ça gratuitement.
trop de questions et il faudra les adresser à un moment. Pareil pour la décentralisation. Si les nœuds continuent de baisser, comment on fait? En plus qu'ils sont pas rentables. En plus la Solana les paye déjà pour rester. Si en plus on retire de ça les revenus de la Mivi et des memcoins, il reste quoi? Et je suis très curieux de voir la suite parce que, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Solana et je me demande comment est-ce qu'elle va réussir à subsister dans ces conditions-là. Là où je suis, par exemple, parce qu'elle a énormément moins de validateurs, s'en sort beaucoup mieux. Parce qu'elle a beaucoup moins de frais. Parce que les validateurs, c'est des frais. Que vous vouliez ou non, c'est comme ça, c'est la définition. Il y a plein de gens qui rebutent ça, mais non, les validateurs, c'est des frais. Donc voilà, à voir, je sais pas. Je pense qu'il faut un peu se calmer sur Solana. C'est une très bonne blockchain qui innove beaucoup. Mais faut pas lui prêter non plus trop d'importance par rapport à ce qu'elle a prouvé. Pour l'instant, elle n'a rien prouvé. Pour l'instant, ce qu'elle a fait, c'est surtout surfer sur la vague memecoin, qui est depuis le début de l'année. Et surtout bull market. Elle n'a pas encore vécu de bear market après avoir été connue. Elle a vécu le dernier bull. Le dernier bear, pardon, mais personne n'utilisait, bref. Là, ce qui va être intéressant, c'est que dans un an, on sera sûrement en bear market. Ça va être son premier bear market après de l'activité. Donc ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Quand les mêmes coins vont prendre tous moins 90%, est-ce qu'il y aura encore de l'activité? Avec la régulation, s'il y a, est-ce que ça va l'impacter? Tout ça, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Et moi, j'aimerais vraiment qu'elle survive. J'aimerais vraiment la voir comme une L1 très performante sur tout ce qui est DEX, tout ça. Un peu comme Hyperliquid. Je trouve que la direction d'Hyperliquid est très bien, mais un peu plus générale, quoi. À suivre. En tout cas, je trouve qu'il y a plein de trucs qui avancent sur la blockchain. Je trouve qu'il y a une très bonne concentration d'intelligence, ce qu'il n'y avait pas avant, il y a un an, quoi. Donc voilà, je suis absolument curieux. Et si vous avez des questions sur tout ce dont on vient parler, ou des oppositions, c'est avec plaisir. J'espère que ça apportera au moins un axe de réflexion pour les gens qui croient peut-être trop en Solana sans trop la connaître. C'est surtout ça en fait. Parce qu'on a tendance à être un peu impacté par le prix. Classique. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous.